D'abord, merci de nous avoir invités parce qu'on entend aussi beaucoup de choses qui sont intéressantes. Bon, nous sommes tous les deux parents d'enfants handicapés, donc on le vit aussi au quotidien. Mais dans les activités que l'on a d'une API, c'est pas tout à fait pareil. On le vit à un autre niveau. Notre niveau au niveau d'une API, c'est de la défense des personnes d'une manière générale. Et il y a la prime d'activité, comme tu dis, mais il y a eu d'autres choses qui sont aussi intéressantes. Toutes les avancées qu'il y a eu sur l'AAH. Et là, je voudrais féliciter Jean-Jacques parce que ça démarrait déjà avec lui. Depuis plus de 15 ans, on demandait qu'au moment du passage à la retraite, c'est-à-dire à 62 ans pour ceux qui ne travaillent pas, ils ne passent pas par l'ASPA, mais ils conservent leur AAH sous réserve d'avoir une carte d'invalidité avec un taux d'invalidité de 80%. C'est acquis. Il a fallu 15 ans, comme quoi il faut être perspicace. Ça ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il y a une autre chose qu'on a réussi à obtenir en même temps, c'est que la carte d'invalidité puisse être donnée pour 10 ans, de 10 ans à 20 ans, pardon, excusez-moi. C'est un report, ce qui facilite aussi les choses. Il y a une troisième chose qui est en dehors de tout ça, qui concerne l'APL, qui concerne aussi tout le monde, puisque c'est le logement, où, comme vous le savez, ils auront modifié un petit peu les droits d'accès à l'APL en prenant en compte le patrimoine des personnes qui la demandaient. Il se trouve que pour toutes les personnes qui ont l'AH, leur patrimoine n'est pas pris en compte. Donc c'est aussi une autre avancée. Dans ce que vous dites tous, on est à l'heure actuelle en train de discuter, on est sur les minima sociaux. Les minima sociaux, vous savez tous ce que c'est, l'AH en fait partie. Nous avons été convoqués à une audition au Conseil économique, social et environnemental, CESE, pour discuter là-dessus avec l'APF et l'UNAFAM. Dans toutes ces choses-là, quand on est unis comme ça avec l'APF et l'UNAFAM, on arrive à avancer. Là, on s'est expliqué, on a montré un petit peu ce qu'étaient les conditions de vie des personnes handicapées, on a été écouté, mais malheureusement pas entendu. On demandait tout de même d'arriver à un revenu d'existence qui soit proche du seuil de pauvreté. Dans le rapport final qui est sorti, ils arrivent à une plateforme universelle pour tous ces minima sociaux à 600 €. Ça vous dit quelque chose. Alors que la hache est déjà à 800 et quelques euros, 815 si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est un petit peu tout ce que l'on a fait en ce moment à ce niveau-là. Sur la prime d'activité, l'intérêt que nous avons obtenu, en plus de tous les travailleurs, c'est que pour les travailleurs résidant en foyer d'hébergement, il n'y a pas de reprise pour la contribution aux frais d'hébergement et d'entretien. Ce qui leur permet une majoration de ressources de plusieurs dizaines d'euros à 250 € par mois. Ce qui serait intéressant par rapport aux préoccupations de monsieur Pascal Lebeau, c'est de voir comment la prime d'activité, si elle est de 50 ou 80 €, comment elle peut s'ajouter, elle doit s'ajouter au minimum à disposition. Et vous avez évoqué l'information, la participation par rapport au budget. C'est une invitation pour les tuteurs et les curateurs. Bon, on essaie de le faire, mais il y a des fois que ça se fait pas bien. De mieux informer les personnes concernées. Je voudrais qu'on passe la parole à Jean-Jacques Trombert en remerciant Bruno Le Maire. C'est beaucoup de bénévoles là, beaucoup de temps pour peu de temps d'expression, mais Jean-Jacques, très rapidement, qu'est-ce que tu voudrais dire un peu sur la défense des ressources comme un enjeu essentiel? Bon, je veux dire que c'était mon dada pendant toutes ces dernières années à l'UNAPI, puisque j'étais le responsable de ce service compensation et ressources. Je voudrais citer d'ailleurs Hélène Lemeur, qui est la référente compensation ressources à l'UNAPI, qui fait un travail remarquable et avec qui j'ai travaillé en tandem avec elle dans tout ce qui vient d'être énoncé là, par Bruno Le Maire. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs, ne jamais baisser les bras. J'entends quelquefois à la RS par exemple, la CRS, ça sert à rien, on demande des choses, rien ne tombe. Vous ne pouvez pas vous imaginer les petites avancées que l'on a obtenues sur le fil. Sur le fil, la prime d'activité par exemple, la non prise en compte de cette prime d'activité pour le calcul des frais d'entretien en foyer, ça a été fait, mais le dernier jour, à la dernière minute des réunions. Et quand je dis des réunions, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc il ne faut jamais rien lâcher, il faut toujours espérer, parce qu'on arrive quand même à des résultats. Alors que l'on appelle quelquefois avancée, hélas, quelquefois c'est une absence de recul. Mais on peut dire que c'est une avancée, ça arrive quelquefois, voilà. Si tu permets, je voudrais remercier Madame Roland pour ce qu'elle a dit tout à l'heure sur l'argent de poche. C'est vrai, il faut arrêter de parler d'argent de poche. Est-ce que payer une mutuelle, c'est de l'argent de poche? Est-ce que payer son forfait téléphonique, c'est de l'argent de poche?
Est-ce que payer sa tutelle, c'est une erreur de poche? Non, c'est un reste à vivre, et j'ai même tendance à dire que c'est plutôt un reste à survivre, hein, qui est nettement insuffisant. Et je crois que c'est important à souligner. Merci beaucoup. Voilà. Un conseil peut-être également, j'entendais une maman tout à l'heure qui disait, à juste titre, elle n'est pas la seule, qu'elle mettait beaucoup d'argent de côté, le maximum d'argent de côté pour le cas où il disparaîtrait. Ça se sait peu, j'espère que c'est ce que vous faites. Il n'y a qu'un placement pour nos enfants et adultes handicapés, c'est la rente. Le contrat d'épargne handicap. L'épargne handicap, voilà, le contrat d'épargne handicap. C'est le seul, parce que les rentes versées par ces épargnes handicap ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'AH et ne sont pas pris en compte pour la participation aux frais d'entretien en foyer. Donc c'est vraiment la seule chose. Ne faites rien d'autre. Les loyers, ça ne sert à rien. Ça sera l'État ou surtout le département qui risque de le prendre si la personne est en foyer. Donc c'est vraiment l'épargne handicap, il n'y a que ça. Sachez que n'importe quel contrat d'assurance vie qui existe déjà au nom d'une personne handicapée peut être requalifié comme épargne handicap. C'est n'importe quel contrat d'assurance vie, mais qui sera qualifié épargne handicap du fait du handicap de la personne. Là, je crois que c'est un point qui est très important à dire, parce que le nombre d'erreurs qui sont faites, et sont des erreurs qui coûtent très très cher à la personne qu'on veut protéger. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques d'avoir parlé des contrats d'épargne handicap. Il se trouve que depuis un an, à l'UNAPI, on a ouvert 2 sortes de contrats d'épargne handicap qui sont destinés à nos adhérents. Il y a de toute façon une autre chose au niveau des parents, c'est la rente sur vie aussi. Ça c'est pour les parents, mais qui peuvent aussi laisser, qui aussi un intérêt en ce qui concerne les successions patrimoniales. Merci pour vos interventions. Et puis, il y a aussi quelque chose. Tant que j'ai le micro, j'en profite. Vous savez, c'est un sacré avantage, il a compris. Donc, Il y a une chose qu'on est en train de faire, et Hélène Lemeur y a beaucoup participé, c'est qu'on est en train de sortir à l'heure actuelle un nouveau guide, la gestion des ressources et du patrimoine des personnes handicapées, qui reprend beaucoup de sujets, qui répond à beaucoup de questions que tout le monde se pose. On a essayé de récapituler un petit peu toutes les questions qui nous étaient posées et on sort de ce guide maintenant. Jean-Jacques a aussi participé, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Il prend la suite de celui qui avait 10 ans maintenant, qui était un petit peu ancien.